Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. Ce soir, on va accueillir Kaile qui va nous raconter donc son parcours qui a été semé d'embûches. Pas facile d'être homosexuel, pas facile d'aimer les hommes lorsqu'on est issu d'une famille chrétienne. Il en a bavé notre ami Kaile et il va nous raconter un peu son parcours dont il peut être vraiment fier. Alors je vais lui faire une demande et ça va être parti. Normalement, c'est bon. Ah, notre ami Alors, Kylie est ça là. va bien, je crois. Salut, Ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Pas trop fatigué? Non, 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 ça va. Désolé d'avoir changé ton organisation. Je sais que d'habitude, c'est le lundi à 21h. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ouais, bon, ça va alors. Ok. Donc vraiment, merci d'avoir accepté l'interview. Je pense Ah, que tu as un parcours que je trouve honorable et admirable et qui peut sans doute inspirer beaucoup de personnes, faire prendre conscience d'une certaine réalité à beaucoup d'autres. Donc vraiment, merci. bah, merci à toi de t'intéresser à cette cause et de me donner la parole. Et, C'est gentil. d'ailleurs, justement, ma première question, c'est est-ce que tu n'en as pas marre qu'on t'interviewe par rapport à cette histoire? Est-ce que tu n'en as pas marre? Non, je vais pas dire que j'en ai marre. Parce que je pense que ce que j'ai vécu, c'est quand même important et que je pense que ça a le mérite, que ça doit être écouté et que les gens doivent l'écouter et que les gens à qui ça peut parler, bah, ils doivent l'entendre. Mais c'est les questions qui sont redondantes, c'est assez fatigant. Et puis surtout, il y a pas mal de journalistes qui cherchent la petite larme, le côté un peu sensible, sensationnel, un peu larmoyant. Et ça, c'est tout ce que je déteste. Donc, D'accord. j'espère que ce sera pas comme ça aujourd'hui. Non, non, je pense pas. Mais juste par curiosité, euh, quelle question te gave le plus? Là, comme ça, j'en aurais pas en tête. Mais c'est vraiment des petites questions genre. Oui, est-ce que tu penses que tu es rejeté de ta famille? Tu penses que tes parents te détestent? Ok, Tu penses que tu vois ce d'accord. genre de questions-là Ok, qui n'ont aucun sens parce qu'au fond, si mes parents ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils pensaient être bien pour moi. Donc en soi, non, qu'ils me détestent pas. Tu vois? je vois. Donc ce genre de questions-là, vraiment, En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est quand ils cherchent à dire de moi des choses comme quoi je déteste ma famille, alors que pas du tout, quoi. D'accord, ok. Et c'est arrivé de tomber sur des médias comme ça? Ah ouais, 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 bah là, Enfin, qui posait pas mal de questions comme ça. Ouais, après, j'en ai un qui a mis une petite phrase du style aujourd'hui, il a plus de lien du tout avec sa famille, alors que c'est pas vrai du tout, quoi. D'accord, ok, je vois. Non, ben écoute, moi j'essaie d'être au maximum un journaliste honnête. Donc Ouais. voilà. Et puis si jamais il y a une question qui te saoule, bah, n'hésite pas à me dire qu'elle te Oh, saoule. Il n'y t'inquiète a pas, vraiment t'inquiète pas. aucun, De toute façon, généralement, voilà, il y a vraiment aucun problème. il y Et a, il y a quelques petites questions qui me gênent, mais bon, en soi, je te le dirai sur le moment, quoi. Il n'y a pas de gêne avec ok, ça. ça marche. Et du coup, par curiosité, est-ce que le fait d'en reparler, est-ce que ça te rappelle pas de mauvais souvenirs? Bah, non, pas vraiment, parce qu'au fur et à mesure de l'histoire que je vais te raconter, tu vas te rendre compte que j'ai tellement baigné dedans, en fait, que bah, je me suis pas rendu compte de la violence de la chose et que c'est ce qui m'a permis d'avoir autant de recul aujourd'hui. Et que pendant tellement d'années, j'ai traîné mes valises, mes bagages, et que je me suis tellement rejeté qu'au final, maintenant, je me dis, c'était pas moi, je l'ai pas fait pour moi, donc maintenant que je veux vraiment vivre comme je suis, et que j'ai cicatrisé de ces blessures-là, on va dire, que maintenant, non, je peux en parler, et j'ai ce recul nécessaire-là qui fait que je retombe pas dans mes petites souffrances, mes petites tristesses par rapport à ça, quoi. D'accord. Et parmi les bonnes interviews, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait d'en parler? Bah, déjà, je pense que ça a mis un mot sur tout ça. Parce Mm. qu'avant, je savais pas du tout ce que c'était les thérapies de conversion. Pour moi, quand on m'a approché à ce sujet-là, j'étais vraiment ignorant. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Donc, j'ai pu mettre enfin un mot sur ça. Et ça m'a beaucoup aidé à me rendre compte que bah, ce que j'ai vécu, c'est quand même important, c'est grave. Et que
Et j'ai aussi réalisé qu'il y avait d'autres personnes qui ont subi ça et que ça continue aujourd'hui. Hmm. C'est surtout ça que je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, waouh, quoi, c'est pas normal. Parce qu'au final, on n'a rien demandé. Nous, on nous a mis sur Terre, on est là. C'est comme Bien ça, sûr. quoi. Hmm. Et pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'une thérapie de conversion? Ouais, une thérapie de conversion, ça va être une thérapie classique, hein, Hmm. mais qui a pour but, enfin, une thérapie classique, par exemple, pour ceux qui ont une dépression, etc. Mais là, ça va être vraiment un but ciblé pour soit changer l'orientation sexuelle ou soit l'identité de genre. Hmm. Et ça se passe dans le milieu religieux comme dans le milieu médical. Donc ça Ouais. peut, à travers des psys, des thérapeutes, etc., qui, eux, sont très religieux et qui vont te conseiller des oestrogènes pour te féminiser ou de la testostérone pour te masculiniser, quoi. Hmm. D'accord, je vois. Et aujourd'hui, enfin, je suis allé voir un peu ta chaîne YouTube et j'ai. Non, c'est pas bien? Non, je suis pas vraiment. Moi, si. Ok. Ben, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est que tu as l'air d'être un mec qui avance, qui bosse. En tout cas, dans les vidéos que j'ai réussi à voir, tu avais eu ton appartement, etc. Est-ce que tu gardes malgré tout des séquelles de ce que tu as pu vivre avant ou est-ce que c'est vraiment 100% derrière toi? Non, ouais, comme je te disais, je me suis tellement traîné ces valises-là pendant des années que genre j'ai eu des troubles alimentaires pendant mon adolescence, Mm. etc. Et que j'ai réussi à m'en débarrasser aujourd'hui. Et bah, je dirais que ça a été vraiment ma force, quoi, Mm. qui a fait que je me suis débrouillé autant et que non, au quotidien, en reparler et tout, genre, franchement, ça va. Mm. Je suis pas triste, je suis pas. Après, ce qui me rend triste, c'est de me dire que, en dehors de mes parents qui m'ont fait subir tout ça, c'est qu'il y a eu personne, aucun autre adulte témoin de tout ça qui a dit stop, quoi. Mm. C'est juste ça qui me rend triste, mais en soi, bon, après, on va pas changer les gens. D'accord. Et j'ai vu justement une vidéo de toi que j'ai trouvé très bien d'ailleurs, où tu parlais de confiance en soi, Ouais. d'encouragement, tout ça. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui justement auraient, enfin, qui vivent avec un certain nombre de séquelles qu'elles n'arrivent pas à dépasser pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir aller de l'avant, retirer ce poids, ce fardeau? Bah, franchement, déjà, mon premier conseil, c'est de faire les bons choix et d'essayer de tout faire pour avoir un entourage sain. Donc, ça peut être pas forcément la famille, mais choisir les bons amis, oula, pardon. Choisir les bons amis, etc., pour vraiment être dans un environnement sain. Et deuxième conseil, je dirais vraiment s'en foutre de la vie des gens. Extérieur à ce cercle-là, vraiment, s'en fout, quoi. Et c'est vraiment ce. Moi, je me suis vraiment appuyé sur ces deux points-là pour vraiment être à l'aise à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Hmm, d'accord. Et comment tu t'es rendu compte qu'un jour que tu aimais les garçons? Oh. Ah, ça, c'est la question qu'on me pose toujours. Justement, moi, ma thérapie de conversion, elle a commencé parce que justement, ma mère, elle m'a surpris en entendant, bah, c'est un garçon, mais bon, Ouais, j'avais 8 ans et vraiment, quand on l'a fait, on sait même pas. ben, bien sûr, Je dis pas que tous les garçons de 8 ans font ça, mais c'est des trucs à 8 ans, tu fais, tu sais même pas bien pourquoi. sûr. Et C'est pour ça que j'ai précisé vraiment ma question. ouais, Quand est-ce ouais, que ouais. tu... Et je pense que. Non, je pense que ça arrivait ouais, vers mes 11 12 ans où quand je suis arrivé au collège et que j'ai vu d'autres garçons et tout, je me suis dit, ah, finalement, en fait. Et au final, je me suis dit, bon, bah, je suis comme ça et puis c'est tout, quoi. Hmm, d'accord. Mais ouais, ouais, on va dire. Au début, quand ça a commencé, genre, bah, déjà, à 8 ans, c'est parce que c'est l'homosexualité, hein. Et je pense que c'est justement, ouais, 8 9 10 ans, on commence un peu à s'intéresser à tout ça. Et on va dire que moi, on m'y a un peu poussé, en fait. Parce que Hmm, clairement, quand on m'a dit ce que j'avais et tout, je me dis, mais c'est quoi l'homosexualité et tout. Et du coup, j'ai été chercher sur Internet et du coup, après, je me suis fait réprimander parce que justement, mon historique, je savais pas effacer à l'époque. On m'a dit, mais pourquoi t'es parti chercher ça? Je dis, bah, justement, parce que je sais pas ce que c'est. hmm, Enfin, ouais, on va dire plus vers mes 12 ans à l'entrée du collège où là, je me suis vraiment dit que, ouais, j'aimais les garçons. hmm, d'accord. Est-ce que tu penses, en regardant le monde qui t'entoure, ton parcours, est-ce que c'est particulièrement difficile de vivre en tant qu'homosexuel quand on est noir, quand on est issu d'une famille chrétienne? Ah,
Et est-ce qu'il y Alors, a une différence entre les deux, finalement? non, je vais dire que c'est déjà dans la société d'aujourd'hui. Pour moi, je veux dire que c'est facile parce que moi, je m'en fous. Je m'en contrefous de vraiment. Genre, c'est-à-dire que je vais être dans la rue, je vais avoir quelqu'un qui va mal me regarder, je vais même pas le voir tellement je m'en fous, mais Mm. complètement. Mais après, pour être honnête, la communauté noire, vis-à-vis de cela, il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail. Ok. Et Ouais, c'est-à-dire que quand je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes noirs, ouais, je me fais très discret. Je me fais très d'accord. discret parce que, pas forcément que j'ai peur ou quoi, mais je vais pas me lancer dans des débats comme je dis, moi, la sexualité, ça me regarde que moi. Alors, si sur mes réseaux, j'en parle, oui, ok, d'accord, mais dans la rue, tu vas pas me dire, oui, t'es gay, non. Enfin, Mm. ça a pas lieu d'être, quoi. D'accord. Ok. Mais donc, oui, c'est très, très dur d'être un homme noir gay. Mm. Et justement, j'en parlais avec Camille tout à l'heure qui vient de nous rejoindre. Moi, je suis toujours stupéfait par le fait que des personnes qui peuvent subir une sorte de discrimination, en fait, puissent l'infliger ensuite à leur tour. Alors que, normalement, enfin, après, si je suis peut-être bisounours, je sais pas quoi, hein, mais moi, j'ai la sensation que quand justement on a l'habitude d'être stigmatisé, etc., ben, on a plus d'empathie envers les personnes qui sont stigmatisées. Donc, du coup, théoriquement, Bah, ça dépend comment tu le vois. Par exemple, si tu as été énormément stigmatisé et que du coup, tu as ce lien-là, je veux dire, ouais, affectif, où tu es empathique envers les gens, oui, forcément, tu vas être plus ouvert à. Mais tu as l'autre sens où tu as tellement été stigmatisé que toi, pour un peu sortir de cette stigmatisation-là et te sentir un peu valorisé, et ben, tu vas rabaisser quelqu'un qui a une première stigmatisation similaire, mais qui a encore une différence à toi, et là, tu vas le rabaisser. mm, Tu vois, il y a vraiment les deux. Et je pense que dans la communauté noire, il y a beaucoup la deuxième. On va d'accord. dire que déjà, on est tous noirs, donc on subit cette stigmatisation-là. Mais en plus, parce que moi, je suis homosexuel, bah, justement, on va le rabaisser lui pour que les hommes noirs hétérosexuels se sentent moins stigmatisés. Après, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, Non, non, bien sûr. mais c'est beaucoup comme ça, ouais. Et sur, enfin, là, on parle des hommes noirs, mais je pense que les plus sévères, les plus méchants, c'est les femmes noires. Moi, Ah oui? j'ai reçu le nombre de commentaires de méchanceté venant de femmes noires, c'est waouh. Et, C'est-à-dire que, et je trouve ça encore pas pire, mais encore plus grave, parce que je me dis, elles sont noires, ce sont des femmes. C'est-à-dire que double fardeau. Et en plus, elles viennent encore moins me rabaisser, alors que, bah, attends, mais on devrait être dans le même combat. Enfin, je comprends pas pourquoi. Mais ouais. et comment, enfin, sans pour autant avoir d'expertise et tout, mais comment, enfin, comment tu expliques, toi, que les femmes noires sont plus dures que les hommes? Pourquoi, selon toi? Si j'écoute vraiment leurs commentaires et j'ironise un peu la situation, c'est parce que je suis un bel homme et que je suis pas avec elle, du coup, elles sont dégoûtées. Clairement, parce que c'est ce qu'elles disent dans les commentaires, dans les insultes, genre, oh, voilà, et c'est pas mon copain, dans des trucs comme ça. Mais en soi, je pourrais même pas dire pourquoi, parce que franchement, je vois aucune explication à ça. Je comprends. Même moi, là, encore récemment, j'ai fait un TikTok avec mon copain, mais le nombre de duos qui ont été faits par des femmes noires, ouais, m'insulter. Ça a été une semaine, mais que d'insultes tous les jours, mais genre des cinquantaines, c'était. Mais vraiment, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi. Et selon toi, le fait que ce soit difficile de, on va dire, de faire son coming out ou d'assumer son homosexualité dans la communauté noire, je ne sais pas s'il y a une communauté noire d'ailleurs, entre parenthèses, Ça, mais, alors, mais pourquoi, selon toi, est-ce que c'est forcément en lien avec la religion ou pour toi c'est autre chose? je pense que dans. Déjà, on va dire que si on parle vraiment de l'Afrique, la communauté noire africaine, je pense que déjà au niveau de nos ancêtres, la religion, elle a eu tellement un poids sur tout ce qui est tradition, etc. Donc je pense que tout ça, oui, forcément, c'est issu de la religion. D'accord. Et je pense que les Noirs, on n'aime pas le changement. C'est-à-dire que qu'on va venir nous dire un truc un peu nouveau et tout, on va se brusquer et on va dire non, non, non. Et c'est le schéma qu'il y a aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on ne se cache plus. On n'a plus peur. Mais malgré ça, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent toujours pas. Ils espèrent peut-être au fond qu'on va disparaître un jour, mais non, on est là, on va rester. On était là avant, on est là maintenant, on sera là après. Hmm. Ok. Et
quel est ton lien avec la religion aujourd'hui et comment tu as fait pour ne pas en être dégoûté? Bah, alors, alors, moi, j'en ai pas été dégoûté parce que pour moi, les personnes qui m'ont fait ce qu'ils m'ont fait, ils ont agi au nom de la religion, mais c'était pas du tout la religion. Pour moi, c'était des personnes qui ont profité de la misère de mes parents. Ils ont vu un gouffre financier, ils y sont allés, et puis point barre. Parce qu'au final, c'est ce qui a été ma thérapie de conversion, elle a été monétisée. Enfin, elle a été. Enfin, voilà quoi. Il y a eu des sommes d'argent qui ont été faites de mes parents à ces gens-là. Et donc ça, j'ai eu ce recul nécessaire pour me dire qu'en fait, c'est pas la religion qui est comme ça, c'est ces gens-là qui agissent au nom de la religion pour au final en tirer profit. Et mon rapport avec la religion aujourd'hui, il- on va dire que j'aime dire que je crois en Dieu par principe pour qu'on me laisse tranquille parce que je veux pas mentionner des débats profonds. D'accord. Après, je vais dire que je crois en plein d'autres choses, mais moi, je crois au karma, les énergies. Moi, je me contente d'avoir un environnement sain, je fais des bonnes actions, tout se passe bien, je suis pas méchant, je suis pas mauvais, je suis pas vicieux, enfin, et tout se passe bien, quoi. Ça D'accord. s'arrête là. Ok, ça roule. Très bien. Alors, pour revenir sur ton histoire, tu as commencé à l'expliquer tout à l'heure. Donc, le conflit, je ne sais pas si je peux appeler ça, mais a commencé à 7 ans. Donc, tu es issu d'une famille croyante. Un ami vient chez toi et vous faites un petit bisou, finalement, l'air de rien. Et C'est ta ça. mère vous surprend. C'est ça, ouais. Elle nous surprend, elle laisse tomber l'assiette par terre, elle se met à pleurer, elle me dit pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Et moi, sur le coup, je comprends pas trop. Je me dis, bah, enfin, tout le monde fait des bisous. Enfin, c'était vraiment. Et tout de suite, je m'en souviens très bien, mon père était en Afrique, et du coup, elle l'appelle et tout de suite, il me fait une morale et tout, comme quoi c'est pas bien, etc. Mais je n'arrivais toujours pas à comprendre. Enfin, on me disait pas pourquoi c'était pas bien. Je veux dire que tout le monde autour de moi me criait dessus, tout le monde pleurait, mais on me disait pas ce que j'avais fait de mal. Et il faut savoir que bah, mes parents sont très, très, très pieux, sont très religieux, et j'ai toujours baigné dans la religion. Ça fait que depuis tout petit, tous les dimanches, j'allais à l'église. C'est vraiment quelque chose qui était normal pour moi. Mais et du coup, c'est comme ça que ma thérapie a commencé. C'est-à-dire que le dimanche qui a suivi, ma mère m'a emmené à l'église. Et à la fin du culte, le pasteur m'a pris à part, etc. Et il a commencé à parler avec moi, à prier, etc. Et il m'a diagnostiqué que j'étais possédé. C'est ça. Possédé par le démon de l'homosexualité. Et bah comme moi, ça me parlait pas, moi, tout ce qui était possession, démon. Pour moi, démon, c'était dans Charmed. Enfin, Mhm. c'est vraiment puéril au début. C'était vraiment. Et, euh, et donc, du coup, j'étais emmené encore. Bah, je continuais d'aller à l'église tous les dimanches, mais en plus de ça, on m'emmenait à des veillées de prière. Des veillées de prière, c'est quoi? C'est des veillées, enfin, c'est des soirées souvent c'est le vendredi soir, entre minuit et 6 heures du matin, où il y a un thème principal, par exemple le mariage ou l'enfant ou Mhm. avoir un enfant, etc. Et on va prier toute la nuit, lire des passages de la Bible, etc. sur ces thèmes précis-là. Et souvent, il y avait ce thème-là de la possession démoniaque, ou des fois même clairement de l'homosexualité, de la fornication, etc. Et quand il y avait ces thèmes-là qui m'étaient visés, on me demandait moi de me lever et de lire un passage biblique Mhm. devant toute l'assemblée. Et surtout, je devais pas m'endormir. Je devais rester éveillé toute la nuit pour vraiment que je boive toutes les paroles religieuses et que ça soit susceptible de faire fuir le démon qui est en moi. Chose qui n'a pas marché. Parce que plus je prenais de l'âge, plus je m'affirmais dans mon comportement. J'avais mes petites mimiques. Voilà, j'étais un petit garçon efféminé. J'avais mes petits mots sur lesquels je devais bien prononcer. Genre, moi, je disais pas du coca, je disais du queca. Et ça, mon père, il voulait me détruire à chaque fois que je disais ça. Ou genre, je disais 1, 2, 3, 4. Et, du coup, ça a commencé à s'affirmer. Et surtout que au début, quand moi j'ai commencé cette thérapie-là, je pensais que j'étais le seul garçon qui aimait les garçons. Mhm. Et ça, c'est très important parce que quand je suis arrivé au collège, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, j'ai croisé d'autres garçons efféminés, d'autres enfants qui avaient deux papas, deux mamans. Et je me suis dit, mais je suis pas tout seul. Donc, si je suis pas tout seul et que eux, à leur grand âge de parents, ils sont encore comme ça, pourquoi moi, on veut me faire changer? Et à partir de ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit que ça pourrait pas changer, que j'aime les garçons et ça va pas bouger. À cet âge-là, direct.
Ouais, ouais, tout de suite, je l'ai compris. Bah oui, parce que ouais, j'avais 10 11 ans et je me dis, je vois des amis à moi qui ont deux mamans, deux papas. Je me dis, bah, s'ils sont grands comme ça et qu'ils sont. Pourquoi moi ça changerait? C'est que je suis comme ça. Au final, c'était pas un choix. Et, euh, et du coup, bah, quand mes parents ont vu que je m'affirmais un peu plus et que je m'assumais un peu plus, ils ont eu, enfin, oui, ils ont eu peur. Oui, ils se sont dit, bah, ce qu'on fait depuis le début, ça fonctionne pas. Du coup, bah, on va un peu intensifier la thérapie et la rendre un peu plus violente. Et du coup, ça a commencé par me faire faire Mm. des jeûnes de un jour, 2 jours, 3 jours, sans boire ou sans manger ou sans boire ni manger, parce que leur but, c'était d'affaiblir le démon qui était en moi. Et juste, si je peux me permettre, toi, à ce moment-là, quand tu vois que finalement un bisou anodin est pris vraiment au sérieux, je veux dire, tu ressens quoi en toi? Tu as peur? Tu es tétanisé? Il se passe quoi en fait? Bah, au début, je me rends pas compte de la gravité de la chose, comme je t'ai Ouais, dit. Et puis, plus le temps y passe, et plus genre, j'oublie surtout pourquoi je suis là, pour être honnête avec toi. C'est-à-dire que d'accord. pour moi, c'est tellement un bisou, c'est comme si on dit. Enfin, c'est pas comme si, mais tu dis bonjour à ton voisin, peut-être dans 2 semaines, tu t'oublies d'avoir dit bonjour. Mm, Et moi, au bout de 2 ans, j'étais là, je savais même plus pourquoi j'étais là. Donc, et en même temps, je me dis, si moi, je me souviens pas de ce que j'ai fait, et que c'est aussi grave, enfin, non. C'est que pour moi, ça ne devait pas être aussi grave, parce que moi-même qui ai fait la chose, je m'en souviens pas. mm. Mais souvent, quand je demandais à ma mère, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle me disait, oui, mais t'es un enfant, tu as oublié, tu as une petite mémoire, alors que non, les enfants, pas du tout. Ils ont une mémoire plus importante que les adultes. Mais en fait, je me rendais pas compte de la gravité de ce que j'avais fait. En fait, et ça, je m'en suis pas rendu compte pendant longtemps, parce que même après, je l'avais oublié. Et après, en grandissant les années d'après, c'était c'était oublié. Et là, je m'en souviens parce que justement, j'en ai parlé avec ma mère et qui m'a dit, mais si, souviens-toi, etc. D'accord. Et est-ce que tu penses que finalement, à la base, ce bisou, donc, il était totalement innocent? À l'époque, enfin, tu pensais pas forcément aimer les hommes. Est-ce que tu penses que finalement, tout cet emballement, ça t'a poussé à y réfléchir, finalement, à te Ouais, ouais, demander, mais bah, clairement, finalement, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est eux, ils m'ont poussé dedans. C'est-à-dire qu'à d'accord. 8 ans, dès qu'on m'a dit oui, j'ai entendu possédé par un démon de sexualité, je suis rentré, j'ai été sur Internet, l'ordinateur de la maison, et puis j'ai tapé homosexuel, je me suis Ouais. intéressé. Et au final, après, de fil en aiguille, j'ai compris ce que c'était. Mais les garçons, je suis arrivé au collège, j'ai vu des papas, des mamans, des mamans. Hmm. Et puis je pense que je me dis, bon, bah, en plus, tout à l'heure, ils ont l'air d'avoir une petite vie cool. Donc, enfin, voilà quoi. Ok. Donc, ouais, je pense que, et ça, je l'ai dit à ma mère, je pense qu'au final, c'est. Enfin, parce que pour moi, on est comme ça. C'est-à-dire que soit tu es une homosexuelle, soit tu es une hétérosexuelle. Hmm. Mais je pense qu'ils ont précipité tout ça chez moi, en fait. C'est-à-dire que je trouve que je me serais vraiment découvert l'amour des garçons à mes 17 ans, ou enfin, j'en sais rien. Hmm. Mais au final, je pense que c'est eux qui m'ont poussé dedans et qui m'ont précipité dedans, quoi. Et qui D'accord. m'ont fait réaliser très tôt. Hmm. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'années de thérapie. Tu as parlé, enfin, on est arrivé à 2 ans. En tout, ça a duré combien de temps, cette thérapie? Alors, ça a commencé. J'étais en ouais, CM1, donc ouais, j'avais 8 ans. Hmm. Et ça s'est terminé, j'étais en cinquième. Donc ça a duré ouais, 4 ans. D'accord. Ok. Et ces 4 ans qui t'ont paru un calvaire, ces 4 ans qui t'ont paru. Oh, c'était interminable. C'était interminable parce que j'étais vraiment coupé de tout. C'est-à-dire que j'avais plus le droit d'aller. Après l'école, il fallait que je rentre. J'avais plus le droit d'aller dormir chez des amis. Il n'y avait plus d'amis qui avaient le droit de dormir à la maison. J'avais plus le droit d'aller en colonie. J'avais plus le droit. Enfin, c'est-à-dire que je rentrais, j'allais à l'école, je rentrais et le week-end, bah, comme je t'ai dit, c'était thérapie. Donc le vendredi, j'allais passer toute la nuit à l'église. Donc le samedi, je dormais. Et le dimanche, église. Lundi, rebelote école. C'était comme ça pendant 4 ans. Hmm. Et Et, pour. Vas-y, excuse-moi. Et je disais même plus que pendant 4 ans, parce que même après la fin de cette thérapie-là, bah, j'avais toujours pas le droit d'aller dormir chez des amis. Les amis n'avaient toujours pas le droit de dormir chez moi. Enfin, c'était que au lycée, donc à ma seconde, donc au lycée, t'as quoi, t'as ouais, 15 ans, 15 16 ans, qu'on m'a autorisé à aller en colonie. J'étais en classe de neige, quoi. D'accord. Alors, tu m'as parlé de jeûnes tout à l'heure Ouais. qui ont duré jusqu'à 3 jours. Euh, qu'est-ce que. Au moment où on te dit tu vas jeûner, toi, tu prends ça. Est-ce que c'est la pire chose qu'on peut te faire? Est-ce que tu prends ça comme une punition injuste? Comment tu gères ces 3 jours de jeûne, en fait, si tu essayes de te rappeler?
Comment on gère ça? Bah, Rester 3 jours sans. Enfin, ouais, moi, ouais. Non, mais bien sûr que je peux rester 3 jours sans manger. C'est-à-dire que dès que je voyais un petit carré de chocolat, j'étais parti manger. ouais, Mais en fait, j'ai toujours baigné dedans. C'est-à-dire que mes parents, ils jeûnaient pour X ou Y raison. d'accord, Enfin, ok, je tout le temps, tu comprends. les voyais, genre, ils font des jeûnes aux légumes ou des jeûnes, ils boivent que de l'eau. Ou genre, Ok, enfin, je c'était tout le comprends. temps. Et du coup, quand on m'a dit ça, au début, ça, je crois que la première fois, c'était un jour. Et j'avais le droit de rien faire du tout, donc ni boire ni manger. Donc, au final, tu te réveilles le matin, la journée passe assez vite. Et, après, ça a été des 3 jours où j'avais juste le droit de boire. Mais, c'est-à-dire que, enfin, je, c'est-à-dire que j'allais dans la cuisine, je voyais un petit truc traîner, je le mangeais. Hmm, Mais le problème, c'est qu'après, ils venaient vérifier ma langue. Et tu sais que quand tu manges pas, t'es censé avoir la langue blanche, hmm, etc. Du coup, je mangeais mais vraiment un petit carré de chocolat par jour, quoi, hmm. pour vraiment tenir. Mais c'était pas violent parce que pour moi, je me suis dit, bon, bah, si mes parents le font, Ok, je comprends. je vais le faire aussi, quoi. Je comprends. Ouais, J'ai pas compris tout de suite que. Et surtout que j'avais pas compris le but au début de pourquoi on me faisait faire ça. hmm, Et je d'accord. l'ai compris que après. Ok. Alors, moi, quand j'étais petit, j'avais peur, comme beaucoup d'enfants, des fantômes, des machins. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'imaginer avoir un démon en soi quand on dit qu'il y a un démon en soi? Qu'est-ce qu'on ressent? On comprend pas, on dit est-ce que c'est vraiment sérieux? Parce qu'en plus, moi, ma mère, elle qui est très religieuse, elle était très fan de Charmed. Donc, c'est-à-dire que moi, Ok. je regarde avec elle, et pour moi, un démon, c'est, tu fais au nom du pouvoir des trois, boum, il disparaît, quoi. Donc, je comprenais pas tout ça, mais vraiment, j'étais en mode, genre, mais pourquoi on fait tout ça alors qu'elle, à la télé, en un épisode, c'est fini. Ouais. Mais là où j'ai vraiment commencé à avoir peur, c'est quand des gens extérieurs à la famille ont été tenus au courant, donc forcément par mes parents qui allaient se plaindre à gauche à droite, et qui venaient dire que ma famille avait été maudite. Enfin, tu connais un peu de ce qui est malédiction dans les familles africaines, et que moi j'étais le résultat de cette malédiction. C'est ça qui m'a fait hyper peur parce que bah, il y a plein d'histoires en Afrique sur dit qu'il y a un enfant qui est maudit, ce qu'on lui fait faire et tout, etc. C'est plus ça, le fait qu'on me dise que je sois une malédiction, qui me fait plus peur qu'on soit que je sois possédé par un démon. Parce que pour moi, être possédé par un démon, enfin, à mon âge, c'était vraiment dérisoire, quoi. C'était ridicule. Et à l'époque, j'y crois. Enfin, bien sûr que j'avais peur aux fantômes, etc. Mais enfin, les démons, pour moi, c'était cinématographique, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, bah, tu viens justement de lancer ma prochaine question. Quand on te dit que ta famille est maudite, mais c'est un mot, enfin, c'est une expression très forte, comment est-ce que tu vois ça et comment est-ce que tu vis ça en toi? Et est-ce que du coup, ça te fait pas culpabiliser? Ah non. Ok, Non, parce que ça, je m'en souviens vraiment avoir une conversation avec ma mère parce que c'est une femme de l'église, justement, après un dimanche qui lui a dit oh, ma pauvre chérie, t'as été maudite et ton fils est le résultat de cette malédiction. Et au final, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit ok, tu m'as surpris, t'en as parlé à papa, mais c'est vous qui avez ébruité la chose. Enfin, ça aurait pu rester entre nous. Vous qui êtes si pudique, si vous aimez pas que le nom de la famille soit dans toutes les bouches. C'est de votre faute, en fait. hmm, Donc, ok, j'aurais été de malédiction, mais ça serait resté entre nous. Vous l'avez ébruité, tout le monde le sait, faut pas vous en plaindre. hmm. Donc, sur ce coup-là, j'ai eu ce recul-là de me dire que bah, c'était de leur faute. Ok, d'accord. J'ai dit, Ok, mais du coup, ton caractère, en fait, le caractère que tu as aussi jeune, les questions que tu te poses, ça me surprend, bah, je pense que c'est l'instinct de survie. Parce que dès le début, quand tu te dis que tes parents sont censés être les personnes qui t'aiment le plus au monde, et qu'au final, au fond, tu te sens rejeté, et bah, tu développes ça et tu te dis, bah, faut que je me débrouille tout seul par moi-même, quoi. Et, ouais, je sais pas d'où ça m'est venu, mais j'ai eu ce recul nécessaire pour me poser pas mal de questions qui m'ont, je pense que beaucoup aidé, qui m'ont permis de pas mal finir. d'accord. Je peux dire ça comme ça. Est-ce que tu peux développer? Bah, moi, j'ai eu cette chance-là, ou on va dire cette force-là, de ne pas avoir eu de pensée suicidaire ou de tentative, clairement. Mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont raconté leur témoignage, ou eux, clairement, qui ont eu ces pensées-là et qui ont même essayé de mettre fin à leur jour, tellement le, le- l'idée de se sentir rejeté par les siens était invivable pour eux. Hmm, d'accord. Alors, moi, je suis issu d'une famille africaine et je sais que tu peux pas forcément, enfin, je sais pas, on va dire que est vécu comme un affront
toute phrase qui pourrait remettre éventuellement en question Mhm. un adulte. Ouais, ouais. Toi, là, dans ce que tu m'as dit, tu as mis vraiment tes parents face à leurs responsabilités. Ah, mais Euh, c'était juste sur ce petit truc-là. Après, je ouais, m'en suis mangé plein la gueule. Ah, mon ok, père, il s'est lâché. ok, Et justement, c'est la seule. Parce que, enfin, j'étais un petit con. Hein. J'étais très insolent. Je répondais tout le temps. Et on m'avait jamais rien fait. ok. Et quand là, j'avais dit cette chose-là, et j'ai vu tout ce que j'avais reçu dans la gueule, je me suis dit, bon, bah, là, j'ai commencé à avoir peur. Tu vois, je me suis dit, moi, j'ai fait des conneries pires que ça, on m'a jamais rien fait. Et là, parce que je pose une question et que je leur mets la vérité. Enfin, là, je te dis avec les mots que j'ai maintenant, mais Hmm, que je leur mets la vérité sous les yeux, on me met tout ça dans la gueule. Enfin, j'étais en mode genre, ouais, là, il y a quelque chose qui va pas. ok. Mais je t'avoue que que ton courage dû à ton jeune âge, ça me surprend grave. Parce qu'il y a, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'enfants qui se seraient un peu tétanisés, qui n'auraient pas Mm. su quoi réagir. Enfin, je suis surpris d'une, Bah, après, je pas pense que quelle idée, là. enfin, pour pas raconter un peu ma vie en dehors de ça, c'est que j'ai toujours été pas rejeté, mais j'ai un grand frère qui, lui, clairement, est le préféré, le chouchou de. Ça fait que même en réunion de famille, avec les cousins et tout, j'ai toujours été dans mon coin. Ça fait que j'ai toujours eu ce temps-là pour moi, pour bah, passer du temps avec moi-même, apprécier ma propre compagnie. Et je pense qu'avec le temps, j'ai su me faire passer avant les autres. Et je sais pas, je pense que ça m'a permis ouais, de me poser les bonnes questions au bon moment. Et je pense même que, enfin, et je m'amuse à le dire aujourd'hui, je m'amuse à le dire là maintenant, mais je pense que j'ai mûri beaucoup trop vite. Donc, C'est-à-dire que enfin, quels sont les désavantages, selon toi, de mûrir trop vite? ah, bah, j'ai pas eu cette chance-là d'avoir mon enfance, en fait. Tout ce qui est, quand je parle avec mes potes d'aujourd'hui, tout ce qui est manga, dessin animé, je connais pas tout ça. Je vais peut-être parler la fin des dessins animés qui passaient à la télévision, genre, ouais, genre Dora, tu vois, genre des trucs vraiment récents. Mais quand on parle de dessins animés, enfin, là, j'en ai pas sous la tête, mais tout le monde me dit, ouais, t'as regardé ça? Genre Dragon Ball Z, par exemple, ça me parle pas. Ah, c'était le feu, hein. Ah, tu vois, ça me parle pas. Tellement, genre, j'étais seul dans mon coin Mm. à me dire qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, non, je pensais pas que je me disais ça à l'époque, parce que j'avais pas ce vocabulaire-là, mais je me disais, mais pourquoi tout le monde me met dans mon coin, quoi? Mm. D'accord, je vois. Et donc, du coup, il y a eu le fameux épisode du pasteur venu d'Amérique du Sud. Est-ce que Ouais, tu pourrais, pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire, raconter comment ça s'est passé? ouais. Donc ça, c'est encore le pasteur de mes parents qui a trouvé quelqu'un qui était spécialisé dans le fait de déshomosexualiser les gens, mais que ce monsieur-là vient du Honduras. Mm. Donc du coup, mes parents ont dû payer son billet d'avion, son traducteur, son hôtel, etc. pour le faire venir, clairement. Et, euh, et du coup, il prêchait dans une assemblée un dimanche. Et moi, je rentre avec ma mère et le mec s'arrête de parler. Il me pointe du doigt et il me dit, toi, t'as le démon de l'homosexualité, avance. Du coup, bah, au début, je fais pas attention, je me dis, parle pas forcément à moi. Et ma mère, elle me dit, vas-y. Et là, franchement, quand elle me dit ça, genre, mon cœur, il s'est comme brisé. Genre, là, tu vas me mettre la honte devant tout le monde, là. Parce que là, c'était vers la fin, alors peut-être mes 12 ans, tu vois. Enfin, tu vas pas dire à tout le monde que j'aime les garçons. Enfin, surtout que là, c'était vraiment des gens inconnus. Quand j'allais tous les dimanches à l'église, c'était des gens que je connaissais au fur et à mesure. Là, c'était vraiment des gens que je connaissais pas. Donc, bref, j'y vais. Et là, il me dit, déshabille-toi. Donc, tu sais, je me dis, enfin, il y a une cinquantaine de personnes derrière moi, je vais pas me déshabiller là maintenant. Et du coup, je vois qu'il insiste et tout. Donc, je me déshabille, je reste en caleçon et tout. Il me dit non, tout nu. Et là, je me retourne et je lance un regard à ma mère. Et je vois, et là, je m'en souviens très bien, genre, elle baisse la tête. Tu sais, quand souvent on prie, on ferme les yeux, on baisse la tête. Et là, au moment où je la regarde, genre, nos regards se croisent une fraction de seconde et elle baisse la tête. Donc, du coup, bah, je le fais. Et là,
je crois que c'est le moment le plus dur pour moi dans tout ça. Et parce que je suis nu devant une cinquantaine de personnes et t'as un mec qui hurle et qui me bouscule parce que, en fait, pour lui, il me voyait pas comme un petit garçon. En fait, pour lui, il parlait au démon, il voyait le démon, il était persuadé de parler au démon et qui disait, oui, tu es face à moi, tu fais 2 mètres. Enfin, il disait n'importe quoi et il était très violent, il me secouait, etc. Il me parlait fort et tout. Et moi, tout ce que je pensais dans ma tête, c'est, je suis tout nu, je suis tout nu, je suis tout nu devant 50 personnes. Ma mère, elle est là-bas, genre, elle me laisse là, nu. Enfin, va mettre nu un garçon de 12 ans devant tout le monde, ça va le détruire. Et moi, ça m'a détruit. Enfin, je me sentis humilié. Et il commence à me jeter du sel sur moi. Et là, il dit que toutes les personnes qui veulent lui jeter du sel, venez. Et là, pendant 2, 3 minutes, t'as des gens qui, à la queue leu, qui me balancent du sel et tout. Et moi, toujours nu, les mains en l'air, les yeux fermés, tellement je voulais pas voir qui, les croiser en regard. Et, euh, et après ça, il rhabille-toi. Je vais m'asseoir. Et je crois que j'ai pas adressé un mot à ma mère de toute la soirée, de toute la nuit. Et, euh, et en rentrant, c'était vraiment une accumulation, c'était beaucoup trop. C'est-à-dire que non seulement de me manger des trucs de ouais, malédiction, etc. En plus que j'étais un peu le vilain petit canard de toute ma famille. Rajouté à cela, je me sens encore plus à part. Maintenant, il y a les jeunes, maintenant il y a ça. Bah, je commence à avoir peur, tu vois. Je me suis dit, attends, si eux qui sont censés m'aimer le plus au monde, ils commencent à me faire un truc comme ça, c'est quoi la prochaine étape? Et le pire, c'est que ça va. C'est toujours crescendo, ça monte, ça monte, ça monte. Genre, c'était vraiment quand est-ce que ça va s'arrêter? Et, et suite à ça, je pense que il y a eu un gros choc sur mon comportement. Parce que moi, j'étais un petit garçon un peu extraverti à l'école. Et là, j'étais comme en famille, quoi. J'étais silencieux dans mon coin et personne comprenait. Et je me rappelle, même ma maîtresse, elle était venue me voir, me dire Thomas, tout va bien à la maison? Et moi, par peur de mettre la honte sur ma famille, je suis en mode oui, oui, tout va bien. Je suis un peu fatigué en ce moment. Enfin, je sais plus exactement ce que je disais, mais je savais que je voulais pas mettre la honte sur ma famille, du coup, j'en ai pas parlé. Et, et ça a continué, enfin, les jeunes, etc., ont continué jusqu'au jusqu'au moment où il y a eu une période de jeûne qui a été plus longue que les autres, qui a été, je crois, de 5 jours, où là, c'était au début, tu pouvais ni boire ni manger, puis au fur et à mesure, tu pouvais boire, et à la fin des derniers jours, tu pouvais manger, mais genre certains aliments, etc. Parce que les démons sont plus aptes à se renforcer avec tel ou tel aliment. Enfin, c'était n'importe quoi. Et suite à ça, du coup, bah, directement après Généralement, quand je sortais d'une période de jeûne, et bah, après, je vivais 2, 3 jours normaux, puis après, j'avais une séance d'exorcisme. Mais là, après celle-ci, directement, avant même que je coupe mon jeûne, on m'emmenait à l'église. Et ce que j'ai pas dit avant, c'est que pendant toutes ces périodes d'exorcisme-là, et bah, ah non, mais je l'ai pas dit ça. Non, je crois que je l'ai pas dit ici. Non. Bah, comme, je me perds un peu, mais comme je te l'avais dit au début, tu vois, si on me faisait faire des jeûnes, c'était pour affaiblir le démon de l'homosexualité qui est en moi, pour après me faire subir des exorcismes. Mais quand je te dis exorcisme, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment, t'es assis sur une chaise, on t'impose les mains, on lit des paroles de la Bible, mais genre on parle que au démon, on dit oui, quitte-le, t'as pas à être dans son corps, etc. Et on te fait boire de l'huile d'onction. Tu vois, c'est de l'huile d'olive, mais ils ont prié dessus et du coup il y a l'onction du Saint-Esprit dedans. Enfin là, ça peut paraître complètement fou, hein, mais c'est comme ça. Et donc, à chaque jeûne, je subissais un exorcisme. D'accord. Mais à chaque fois, il y avait mes parents. Et là, lors de ce dernier long jeûne-là, j'ai eu une période d'exorcisme. J'ai eu une séance d'exorcisme où là, le spécialiste qui était là ce jour-là, il demande au pasteur de ma mère et à ma mère de sortir. Et là, dans ma tête, ça fait tilt. Je me dis, ils vont me tuer. Là, j'en rigole, mais c'est nerveux parce que
En fait, ça m'a rassuré qu'il y a un de mes parents, tout le temps mes parents, parce que je me dis, bon, bah, si ça va trop loin, enfin, j'étais en sécurité, quoi, même si. Mais là, j'ai vraiment peur. Je me dis, purée, il y a personne. Il y a aucune tête que je connais. Et je sais pas comment, j'ai cette lueur ouais, cette lueur d'espoir, cet instant de survie qui me dit, bah, je vais rentrer dans leur jeu. Du coup, ils commencent à faire leur exorcisme. Et là, je mime des convulsions, je fais les yeux blancs et je tombe de ma chaise. Et là, je garde les yeux fermés et tout ce que j'entends, c'est ça y est, ça a marché, il a quitté son corps, le démon est parti, c'est fini, etc., etc. Et du coup, c'est comme ça que ma thérapie s'est terminée. Mais, enfin, je pense que je vais dire que c'est là que ma thérapie active s'est terminée. Parce qu'après, pendant toutes ces années-là, j'avais tout le temps les yeux de mes parents qui cherchaient le petit truc, qui cherchaient le moindre signe que pour me faire recommencer. Et du coup, ça a été 8 années de mensonges, de rejet de moi-même, jusqu'à ma vraie libération à mes 20 ans, quoi. D'accord. Je vais juste revenir un petit peu en arrière avant de parler de ça. Est-ce que tu as déjà pensé à raconter à tes amis ce qui t'arrivait? Et alors, tu m'as dit que non tout à l'heure, même si elle est venue vers toi, mais à ta maîtresse ou, Non, voilà. non, non. Non, non. En fait, je me voyais pas mettre la honte sur ma famille. Pour moi, c'était impossible de. Je préférais mourir avec ça que plutôt tout le monde me dise ah, mais t'es mal les parents de Thomas, ils sont fous et tout. Non, 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 tu vois. Ou les parents de. Enfin, je pouvais pas. Pour moi, Mm. c'était impossible. Fallait que je le garde pour moi, que je souffre en silence. Ok. T'avais pas une meilleure amie ou un meilleur pote à qui. Ah si, mais non. Ok, Ah d'accord. non, non. Pour moi, c'était impossible. C'est-à-dire que non, c'était pas possible. Même après, quand ça s'est terminé, c'était pas possible. Et pourquoi est-ce que préserver l'honneur de ta famille, c'était aussi important? Parce que je voulais pas me rabaisser à eux. C'est-à-dire, Je voulais pas l'humiliation qu'ils m'ont fait subir auprès de tous ces gens-là. Et ben, je voulais pas eux qui subissent cette humiliation-là auprès de tous les gens auprès de qui j'aurais parlé. t'as jamais eu, t'as jamais ressenti l'envie de te venger? Non. Ok. Non. 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 Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je te dirais que j'ai pas l'énergie. J'ai trop ma vie à mener pour Non, mais me je lancer parlais dans... de... Ah, à l'époque, Oui, à l'époque, quand tu ah, étais parce que petit. j'étais encore dans la peur. Comme je t'ai dit, pour moi, D'accord. c'était la fin de la thérapie active, mais c'était pas fini. Ok, ça marche. Donc, du coup, bah, j'allais me venger de rien du tout. En fait, j'allais fermer ma bouche, être mignon et rester dans mon coin. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu peur de rentrer chez toi enfin, je sais pas, est-ce que à l'école, un jour, tu t'es dit, j'ai pas envie de rentrer? Est-ce qu'un jour, tu as pensé éventuellement à Non. fuguer? Est-ce que... alors, Alors, fuguer, non, ok, parce que j'étais je sais même pas pourquoi, genre, j'étais pas. Non, ok, jamais, d'accord. jamais pensé. Mais par contre, le vendredi, quand la sonnette de l'école elle sonnait, je me dis, allez, ça y est, c'est parti pour 3 jours de calvaire, quoi. Ok. Et alors, tout à l'heure, tu m'as dit que des personnes t'en ont parlé, mais que toi, ça t'est jamais arrivé. Mais mettre fin à tes jours, ça t'a jamais traversé l'esprit. Non, ma bonne étoile. Ok. Franchement, je sais pas quelle autre raison. Non, mais moi, ça me va, hein. Ça me va. Ouais, non, genre, non, pour moi, c'était inconcevable parce que, en fait, je voyais une lumière au bout du chemin. Tu vois, très vite, je me suis dit, ok, bah, le jour où je pourrais partir, je partirai. Hmm. Et du coup, ça sera ma liberté, ma délivrance. Ma délivrance. Ça Mais sera j'avoue, mon. mais j'avoue que moi, en tout cas, ce qui me surprend le plus, et je me répète encore une fois, mais c'est la lucidité. Alors, même si tu me dis que c'est l'instinct de survie, moi, c'est la lucidité que tu peux avoir à cet âge-là, en fait. À cet âge-là, dans une situation de stress, moi, en fait, c'est ça. En fait, en vrai, c'est ça que j'aimerais bien que tu m'expliques, même si c'est difficile à expliquer. Ouais, je saurais pas te dire. Je pense que j'ai eu cette chance de tomber sur les bons amis. C'est-à-dire que à l'école, le peu de personnes que je croisais, etc.,
que ce soit même jusqu'à ma quatrième. Pendant ce temps scolaire-là, j'ai su m'entourer des bonnes personnes qui m'apportaient de la joie de vivre et qui me disaient qui me faisaient sentir que la vie mérite d'être vécue, Mm. clairement. Je pense que je faisais un transfert là sur mes amis, qui peut-être devait être malsain à un certain niveau, mais c'est ce qui m'a permis de tenir. C'est moi qui dis, ah, ils ont une vie comme ça, bah moi aussi je veux avoir une vie comme ça. Tu D'accord, vois? ça marche. Je pense que c'est ça. Et franchement, tout le monde me demande comment j'ai fait, mais moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait. Et je pense que c'est ça. Je pense que je me suis très bien entouré. Ok, Mais très, très bien entouré. ça marche. Alors, on va pas tarder à arriver à la fin. Si vous avez des questions pour Kylie, n'hésitez pas à les poser. Donc, à un moment, on t'a convaincu, enfin, en tout cas, on a essayé de te convaincre que tu aurais pu aimer les filles, que tu pourrais aimer les filles. Euh, Est-ce que tu y croyais? Non. Ok. Non, Et je pense que l'attirance pour les garçons était beaucoup trop forte. Même si je devais l'enfouir au plus profond, c'était beaucoup trop fort pour que je me dise que ça fonctionne. d'accord. Et alors, j'ai écouté un podcast que tu avais fait en 2019. À quel moment tu t'es dit, j'en ai ras-le-bol, je peux plus faire semblant? Parce qu'à un moment, donc, comme tu l'expliquais, tu as fait ce qu'on attendait de toi. Bon, Et c'est finalement, ça. pour qu'on te lâche un peu la grappe. Et à quel moment tu t'es dit, c'est bon, ras-le-bol, j'en Bah, peux au plus? final, je suis rentré dans leur jeu pour qu'on me laisse tranquille. Au final, j'avais toujours cette surveillance, ces yeux-là sur Ouais. moi. Et ensuite, quand cette thérapie-là s'est terminée, genre, ils ont fait tous les choix dans ma vie. C'est-à-dire que mes choix scolaires se sont décidés. Enfin, ils ont voulu que je fasse un bac S alors que je déteste tout ce qui est. Et je l'ai fait quand même, tu vois. Et quand j'ai obtenu ce bac-là, je leur ai dit, OK, bon, c'est bon, vous avez fait ce que je veux et tout, etc. J'ai fait ce que vous vouliez. Du coup, bah, laissez-moi choisir au moins ce que je veux faire après le bac. Mm. Ils m'ont dit oui. Du coup, j'ai arrêté l'école. J'étais travailler. Parce Ok. que dans ma tête, je me suis dit, il faut que je devienne indépendant pour partir. Mm. Et ça, c'est arrivé 2 ans après le bac. Et 2 ans après le bac, c'est une énième dispute avec mon père où là, j'ai dit, ah, vas-y, ça y est, c'est bon. Parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu dans le podcast, c'est que tu disais que ton papa, en fait, te suspectait d'avoir une relation avec un ami, alors que c'était absolument pas le cas. C'est ça. Bah, j'avais un meilleur ami d'enfance qui ne l'est plus aujourd'hui parce que je pense qu'il n'a pas su, il a pas supporté mon coming out, mon homosexualité. Mais j'avais un meilleur ami d'enfance, c'est-à-dire que nos parents se connaissaient. J'allais dormir chez lui, genre, enfin, parce que toujours avec mon frère. Ça, j'ai pas précisé, mais la seule fois où j'allais dormir, j'étais chez un ami, j'étais chez lui, mais avec mon frère. Et lui venait dormir à la maison et qu'il y avait mon frère dans la chambre. Enfin, c'était la police, quoi. Mm. Et enfin, il était tout le temps connu. Et même après le lycée, ça a continué et tout. Enfin, nos parents se côtoyaient et tout. Et je sais pas, ils pensaient que je sais pas pourquoi. Et bah, le fameux soir où tout a pété, justement, il partait de la maison, justement, ce fameux ami-là. Et il me dit, ouais, c'est fini, t'inviteras plus d'amis garçons à la maison. J'ai dit, bah, quoi? Enfin, à part Steven, y a pas. Putain, j'ai ce prénom. À part cette personne-là, il n'y a personne d'autre. Et il me dit, bah, justement, lui et tout, c'est bizarre. Et là, je pète un câble. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes depuis des années? Enfin, tu le connais, tu connais ses parents, qu'est-ce que tu racontes et tout, nan, nan, nan. Et là, ma langue fourche et je dis, ouais, ouais, j'aime les garçons, mais pas lui. Et là, ça part en bagarre. Ça me fout à la porte, il est 4 heures du matin. Et au final, c'était pas plus mal parce que, en fait, il m'a mis dehors, mais j'étais bien, quoi. J'ai peut-être passé 2 nuits dans ma voiture, mais j'étais bien. J'étais là, Soulagé? hmm. Soulagé? Ouais, Soulagé d'un soulagé. point? Soulagé. Je me suis dit, ça y est, c'est le début de ma vie. C'est, ok, je galère à trouver un appartement, etc. et tout, mais putain, ça va être trop bien. Mm. Ça va être trop, trop bien. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et je m'en suis. Enfin, et je n'en veux même pas. Limite, j'ai envie de dire merci de m'avoir mis dehors. Parce que je pense que j'aurais jamais eu le courage au fond. Tu vois? D'accord. Ok. Alors, comment est-ce qu'on pardonne à ses parents? Et si jamais on n'est pas Kylie avec cet état d'esprit incroyable, comment est-ce que tu as des conseils pour aider à pardonner? Bah alors, pardonner, c'est un grand mot. Ok. Je pense que je suis personne pour ne pas pardonner.
mais en même temps, ils sont personne pour mériter mon pardon. Je sais pas si tu vois, c'est assez complexe. C'est-à-dire Oui, je vois ce que tu veux dire. que pardonner, enfin, il y a plein de gens qui me disent oui, mais tu pourrais pardonner. Oui, bah à ce moment-là, si pour moi, pardonner, c'est qu'un mot, bah alors je pardonne tout le monde. Mm, Mais en fait, je sais quel poids ça a, le mot pardon, mm, chez eux, que bah non, j'ai pas envie de leur dire. mm, Alors que je pourrais, hein. mm, Parce qu'en soi, enfin, je vais pas dire je m'en fous, mais on va dire que ça fait quoi? Maintenant j'ai 26 ans, ça fait 6 ans que je vis réellement comme je veux, mm. mais ça a effacé toutes ces années de rejet de moi-même, où j'ai pas pu vivre vraiment, où j'ai pas pu être libre, tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais après, si je dois donner un conseil pour pardonner, déjà, je pense que faut, faut être en adéquation avec soi-même, dans le sens où si tu pardonnes, ça peut peut-être être une porte pour eux pour revenir dans ta vie, Mm. tu vois. Et est-ce que toi, tu es assez bien stable, toi, pour les faire rentrer dans ta vie, Mm. tu vois. Après, j'ai pas de conseil de pardon. Moi, tout ce que je sais, c'est que je sais que mes parents sont très pieux et qu'ils pensaient bien faire. Mm. Donc, à partir de ce moment-là, je peux pas leur en vouloir. Après, je pense qu'il y a quelques étapes qu'ils ont loupées en tant que parents Mm. où ils ont fait passer la religion avant leur rendre le parent, avant le bien de leur enfant. Et c'est plus là où je leur en veux, Mm. tu vois. Comme Est-ce que l'idée d'en parler, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit ou pas? de les pardonner. Bah non, l'idée justement d'avoir cette discussion et avec justement les derniers mots que tu as utilisés qui me paraissent tout à fait justes d'ailleurs. Je- tu vois, si j'ai commencé à parler, à raconter mon histoire, genre, c'était pas pour les diaboliser ou quoi, tu vois. Mais au fond, je pense que ils ont tellement été dans la religion qu'au final, ça les a aveuglés et ce que je trouve dommage, c'est que pour beaucoup de personnes, la religion passe avant tout Mm. et ça devrait pas. Mm. Ok. Mais c'est vraiment dur pour. je- je- Après, je te dis pas que oui, on est encore en contact, mais de là à dire qu'on a des relations incroyables, non. La seule chose, pour être honnête avec toi, qui me fait mordre ma chic et faire un peu l'hypocrite, c'est parce que j'ai deux petits frères et une petite sœur derrière et que j'ai toujours envie d'être en lien avec eux. Mm. Donc, du coup, bah, quand je dois avoir des appels ou des choses comme ça, bah, je souris le temps d'eux. Mm. Tu D'ailleurs, vois. j'ai regardé euh, La euh, vidéo avec eux, ouais, et je l'ai trouvé très sympa. Et, ouais. d'ailleurs, par curiosité, comment est-ce qu'ils ont vécu tout ce qui était arrivé Ah, ils étaient pas nés encore. Ils étaient pas nés, d'accord. Non, ils étaient pas nés. Il y avait Ils que étaient pas nés. ton grand frère. Ok, Ouais, ouais, on a 15 ans de différence. ok, ça marche. Ma dernière question, c'est est-ce que tu ressens encore le besoin de t'affirmer, de revendiquer ta sexualité en réponse à ce que tu as vécu? Et à dire vrai, je saurais pas comment formuler cette question, mais je suis tombé sur une vidéo où tu parlais de ton retour sur YouTube et où tu expliquais que tu avais la sensation euh, De parler que de ça. de parler que de ça et finalement, je dis pas d'en avoir trop fait, mais finalement que les personnes peut-être ne te voyaient que par ça et pas par autre chose. Ouais, ouais, bah c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai tellement été bridé pendant le retour d'année que dès que Mm. on a ouvert la porte, ça y est, je criais partout, je montrais partout. Oui, je suis gay, oui, je m'assume, oui. Mais au final, au fond, c'était que de la façade. Parce Mm. qu'au fond, le garçon était totalement perdu, il était totalement détruit. C'est-à-dire qu'il savait pas où aller, il savait pas quel choix faire. C'était le néant. Donc oui, ça m'a fait en abuser, clairement. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai ce recul-là en plus sur ce qu'il y a quelques années, et que bah, j'ai vraiment compris ce que c'est qu'avoir confiance en soi et que s'assumer, qu'être en adéquation, tout ça, je dose. C'est-à-dire que il n'y a pas à montrer ou pas à montrer. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire une story avec mon copain, je la fais. Si j'ai pas envie de le montrer, je le montre pas. Si dans la rue, on me demande, t'as une copine, je réponds pas. Enfin, je dose, quoi. Enfin, et je pense que de plus en plus, je me
pas je me ferme aux gens, mais je reste ouvert Mm. tout en gardant cette petite part de moi. D'accord. Et tu me parles de reconstruction. Comment tu as fait pour te reconstruire? En fait, je sais pas comment dire. D'un côté, j'ai l'impression que tu as vécu le truc en mode fort, avec un petit peu d'insouciance, et que c'est cette insouciance qui t'a protégé. Et de l'autre, là, j'entends reconstruction. En fait, j'aimerais percevoir vraiment En fait, enfin, ce que tu as ressenti, en fait. ouais, ouais, je pense que quand je te parle de reconstruction, ça a été à mes 12 ans quand ça s'est terminé, entre guillemets, et jusqu'à mes 20 ans que je me suis vraiment assumé. Et ben, tu sais, je me suis tellement renié, je me suis tellement rejeté, je me suis tellement dénigré, je me suis tellement que je me que rien que de me voir dans le miroir, ça me faisait vomir, tu vois, genre et que et que quand une fois que à mes 20 ans, j'ai pris mon appartement tout seul et bah ouais, je suis tout seul. Et après, vas-y, parle-toi maintenant, assume-toi, passe du temps avec toi-même, tu vois, parce que autant gamin, j'avais toujours eu l'habitude de passer du temps avec moi-même et apprécier ma compagnie, mais parce que j'y étais forcé. Là que je suis seul, que je vis seul, qu'il y a personne qui, bah, je savais pas quoi me dire. Enfin, je savais, j'étais pas bien, je comprenais pas ce que je devais faire en tant qu'homme en fait, et que ma propre personne, bah, pas à me dégoûter, mais en fait, je pense que ce qui me dégoûtait, c'est le fait de m'être rejeté autant de temps. Je comprends. Et ça, c'est passé par plein de choses. Donc, je suis pas très à l'aise pour parler, mais Il n'y a pas de on souci. imagine un peu tout ce qui est trouble alimentaire, etc. Mais c'est ça quand je te parle de reconstruction, tu vois. Ok, ça Et de se marche. dire, c'est que qu'aujourd'hui, se rendre compte, bah, et encore, c'est très récent, c'est il y a peut-être un an, parce que je suis tombé sur une très bonne amie à moi qui s'appelle Sherman, qui m'a fait me rendre compte de la personne que j'étais, de ce que j'avais accompli dans ma vie. Tu vois, là, on parle de mon appartement. Euh, Quand je l'ai eu, je me rendais même pas compte de ce que ça représentait pour d'autres personnes, tu vois. Et vraiment, ouais, il y a peut-être moins d'un an où j'ai vraiment compris, où je suis vraiment en adéquation avec moi-même et et que j'ai vraiment tiré un trait sur tout ça, que j'ai vraiment cicatrisé tout ça et que vraiment je suis à l'aise d'en parler parce que quand avant j'en parlais, quand je rentrais à la maison, c'était pas tout joli joli, hein. Donc voilà, si je peux dire ça comme ça, je terminerai comme ça. Ok, ça roule. Ben, moi, je vais répéter ce que j'ai dit en début d'interview, vraiment en respect. Et je pense que peu importe ce qu'on a vécu dans la vie, quand on voit ce par quoi tu es passé, bah, je pense que ton courage, il peut aider tout le monde. Et surtout, et je me suis fait la réflexion et j'ai regardé aussi ta vidéo avec quelqu'un, c'est que c'est la joie de vivre que tu arrives à dégager. Alors, je ne sais pas si parfois c'est joué ou pas, mais peu importe. En tout cas, la façon dont tu parles, dont tu fais tes vidéos, ça apporte vraiment beaucoup de Ouais, chaleur. Et après, tu vas me dire, mais en tout cas, quand on a vécu ça, être capable de garder le smile et d'apporter aux autres, moi, je trouve ça super. Et même si tu n'as pas fait de vidéo depuis très longtemps, je t'encourage vraiment, si tu as un peu de foi et tout, à faire quelques petites vidéos YouTube de temps en temps parce que c'est vraiment bien fait. Tu as du talent, tu as du peps et c'est ça donne gentil. vraiment envie, en tout cas, aux gens de te suivre. Voilà. Merci, c'est gentil. Voilà. Je vais rougir, je vais rougir. Donc, pour ceux qui ont aimé cette interview, n'hésitez pas en tout cas à rejoindre Kailé sur son Instagram. Voilà, bien évidemment, je le mettrai en description. Voilà, pour ceux qui souhaitent rejoindre un live, une histoire, c'est tous les lundis, sauf si je retombe sur un Kailé. Voilà, non, c'est tous les lundis. Euh, Sur un capricieux. voilà, voilà c'est tous les lundis à 21h. Et puis, voilà, je te remercie encore, Merci à Kailé. toi. Prends soin de toi, force à toi et puis bon courage pour la suite. Merci à toi aussi. Merci beaucoup à tous. Ciao, ciao. Ciao.